Le réalisateur du film, Monsieur Benoît Graffin, accompagné ce soir par celle qui interprète Marie, Sandrine Kiberlin, et celui qui interprète Sam, Édouard Baird. Bonsoir. Alors c'est comme vous souhaitez, soit vous restez debout, soit vous vous installez sur les marches. C'est comme. J'ai pas de point de vue, je sais pas. Sandrine non plus. Non, pour l'instant, on va vous remercier d'être là et tout, et attendre peut-être que les échanges se fassent entre vous et nous. Des micros vont circuler dans la salle. Pour voir, en fait. Exactement. Bonsoir. Des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir. Voilà, levez la main. Vous allez bien? Oui. Voilà. Petite chaleur qui monte. Là, vous n'êtes plus le personnage, vous êtes la comédienne. Il faut un petit temps d'adaptation. Moi, j'y ai cru. Là, vous avez menti aux gens parce que vous êtes une comédienne, en fait. Non, mais voilà. Écoutez, c'est la deuxième fois. On était à Lille. C'est la deuxième fois qu'on monte le film et on ne sait pas. Benoît Graffin qui a passé plus de temps que nous aussi est très. Voilà, on est très anxieux, curieux de savoir vos réactions, quelles qu'elles soient. Une main s'est levée. On emmène le micro, monsieur. La première réaction, c'est toujours attention. Hein. Allez-y. Oui. Le monsieur avec les lunettes. Merci, Jess. Bonsoir, merci. J'ai beaucoup pensé à Comencini, L'argent de la vieille et tout ce cinéma-là, avec un mélange aussi de Châtillaise et de Mocky. Cette façon de faire de l'humour avec quelque chose de grave, on peut pas rester dans la compassion, on peut passer à autre chose. C'est un vrai bonheur et c'est du cinéma d'auteur et c'est du cinéma qui est très très écrit. En plus avec des comédiens tout à fait éblouissants, comme d'habitude ils sont formidables. J'ai eu la chance de voir M. Baird sur scène dans Cravate Club, et puis Madame Kiberlin, vous avez fait des scènes d'anthologie. Elle l'adore, que Jeanne Herry est venue présenter ici. Ma question, c'est comment vous organisez le travail presque théâtral du jeu des comédiens qui, tous ensemble, même les second rôles, les Bulogier, et bien, parce que ça c'est formidable, comme ils jouent tous ensemble. En fait, en ne coupant pas, en laissant les scènes aller jusqu'au bout et en essayant de les faire vivre à chaque fois comme un acte de théâtre et en leur laissant la liberté de changer des trucs, de chercher d'autres choses, mais en ne les enfermant pas dans un moment ou une réplique, en les laissant à chaque fois vivre la scène en entier. Voilà. Votre question, réaction. Merci, monsieur. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que les références citées là. La comédie italienne, c'est sûr que ça, c'est Vittorio De Sica et tout ça, c'est des gens qui sont malheureux, enfin qui ont toutes les raisons d'être malheureux, mais qui ont un peu d'insolence et qui sont capables d'être méchants, même si c'est des victimes. Et voilà, ça me plaisait beaucoup qu'ils soient pas, qu'ils aient la liberté d'être eux-mêmes, d'être heureux d'une certaine façon, malgré tout leurs galères, leurs problèmes. Autre question, réaction. Oui, devant, et ensuite ce sera vous. Bonsoir. Je voulais vous dire d'abord bravo pour le film. J'ai beaucoup aimé, beaucoup rigolé. Et je voulais savoir s'il y avait eu beaucoup d'improvisation de la part des comédiens sur le tournage, quelques scènes improvisées ou pas. Le film, il était très écrit quasiment comme ce que vous avez vu, même si un film, ça change beaucoup au montage, sur le tournage, évidemment, et tout, mais de l'improvisation, non, en fait, on était très... oui et non, c'est pas un travail d'improvisation sur ce film, c'est un film qui est très écrit, très cadré, très consciencieux sur l'idée d'être sincère et de faire croire à cette histoire qui parfois est très rocambolesque, il leur arrive plein de choses, donc il faut être très très sincère dans chaque séquence. Mais il est arrivé que
certaines choses naissent pendant une scène, mais c'était assez exceptionnel. Sinon, le film, il est très écrit, même à la virgule près, mais ce qui est super agréable pour les acteurs, c'est qu'on est très, comme ça, dans un cadre suffisamment solide pour après pouvoir vraiment s'abandonner, inventer des choses là-dedans. Il parlait de plans séquences où on filait la séquence en mouvement, il y a beaucoup de mouvements dans le film. Et ça, c'est très agréable à faire pour des acteurs quand on a un texte très, comment dire, qui raconte bien le personnage qu'on est, qui est suffisamment fourni et bien foutu pour qu'on sorte pas de nos personnages. Mais c'est pas un film où on est arrivé et vas-y, invente un truc, toi un autre truc. Enfin, c'était pas du tout ça. Autre question, réaction? Oui. Bonjour. C'est un très bon film, donc j'ai vraiment adoré. Monsieur, On vous entend pas. Il y a vraiment une attaque technique sur ce monsieur. Je parle Il y a un complot. Il y a beaucoup de complots en ce moment. C'est pas du tout technique, c'est l'intimidation. Il faut que Je vais la faire voix- sortir votre regard. Quel âge avez-vous? 16 ans. 16 ans, il est temps que tu gueules. On va gueuler. Voilà, vas-y, envoie du bois. Allez. La société t'a bien écrasé. Donc en fait, dans le film, on voit que au fur et à mesure, les deux personnages des parents, ils sentent comme un... Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais on dirait qu'ils se sentent un peu coupables. Même des choses des réactions qu'ils ont eues, où ils disent on aurait dû faire mieux, ou comment on en est arrivé là. Et je sais pas si c'était fait exprès ou pas, c'est ça que je voulais vous demander. Parce qu'en fait, quand on a vu ça, moi je me sentais comme si... Moi aussi je me sentais un peu coupable en voyant, parce qu'on s'identifie beaucoup au personnage. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait. C'était très intéressant parce que c'est une première fois où ça m'arrive devant un film. Donc je voulais savoir si vous aviez eu cette idée pendant le film. C'est super, et c'est un super compliment. Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites. Je pense qu'il y a des gens, ces personnages-là, comme parfois dans la vie, je pense que quand des gens ils s'aiment, ils ont des enfants, et puis ils sont à un niveau social où ça roule pour eux, ils ont l'impression qu'ils ont donné ça à leurs enfants, que ça va être toujours comme ça, et puis tout à coup ça roule moins que prévu. Peut-être qu'à deux on s'en sort d'une certaine façon, puis avec des enfants on a un peu honte devant ses enfants. Alors lui, comme beaucoup d'hommes, il est très courageux, il se réfugie dans une tente. Et elle qui est plus pragmatique, elle va voler un supermarché. Vous avez raison, on en avait pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là, je pense que devant les enfants, on a l'impression de plus assumer ce qu'on leur avait promis. Et d'ailleurs, il y a une chose assez jolie, c'est les enfants qui prennent le relais un peu. Puisque c'est la fille qui tout à coup va trouver des solutions. Et c'est une famille qui s'aime tellement, qui est tellement complémentaire que quand il y en a un qui tombe, l'autre monte, quoi. Et l'autre, tiens-moi ça parce que je vais aller pleurer ou je vais aller me coucher, il y a une chose de complémentarité. Vous m'avez coupé le micro, vous n'aimez pas les gens qui hurlent. Mais vous avez raison, je pense qu'il y a ce truc de culpabilité qu'on lit souvent dans les gens pour qui ça roule moins bien ou qui sont au chômage, ils se sentent coupables comme si c'était leur faute et comme si l'écrasement de la société, ils n'avaient pas volé, qu'ils auraient dû mieux faire ou être plus malins. Vous avez raison, je pense que c'est... Non, ils ressentent un peu ça, quoi. C'est l'auteur aussi du Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est surtout quand il lui dit, par exemple, quand Edouard, il dit quand on veut un travail, on bosse, alors qu'on l'a vu glander depuis la fin. Mais il le croit, il a Mais en même temps, il est quoi. obligé de le dire, quoi. Il faut bien qu'il essaie de leur transmettre des valeurs, même si l'exemple de leur vie est une catastrophe, quoi. Et ça parle vraiment de ça, le film, c'est comment on fait quand on est obligé de voler pour rester les parents, quoi. Devant ses enfants, de dire, tiens, de ne pas assumer que sa femme soit en train de dormir chez quelqu'un d'autre ce soir-là, il a plus honte vis-à-vis de ses enfants que lui. Il y a un truc comme ça, après on parlera de nos vies familiales tous les deux. Et c'est compliqué, tout ça. C'est très joli. Merci beaucoup. Votre réaction juste là. Je voulais savoir comment il fallait faire pour garder sa femme. Puisque, a priori, votre amant qui sent bon, qui est bien habillé, vous ne le gardez pas. Donc, est-ce qu'il faut que je sois coiffé comme Monsieur Baird? Est-ce qu'il faut que je sois barbu comme lui? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Dites-moi. quel est le secret. Vous avez un souci en ce moment? Ouais. Non, en fait, j'ai pas de souci. Non, mais Ça peut venir, voilà, c'est pour prévenir. elle l'aime, hein, c'est un peu bizarre. Ah, c'est l'amour. C'est l'amour en fait. Voilà. Il faut être un peu fou, peut-être. Non, faut s'aimer. Faut s'aimer.
Bon, bah, je retiendrai ça. Non, mais c'est Mais parce que ça veut pas dire. Elle est dans un moment où elle pourrait choisir le confort, la bonne odeur de ce type qui passe. Moi, je ne pue pas, monsieur. Alors déjà, il y a un truc d'odorama qui est... l'odeur, toi, Non, je vous dis un truc très net, il y a un truc d'odorama qui est évident. Faut pas sentir mauvais. Ça, c'est clair. Mais À partir de là, tout à partir de là, tout est envisageable. Mais... Lavons-nous les uns les autres. C'est pas par hasard si la religion chrétienne est très basée sur laver les pieds, le samedi laver les pieds. Et à partir de là, je vois que l'hygiène est le début de l'amour. À partir du moment où il y a l'hygiène, l'amour est là. C'est à partir du moment où le nez dit oui. Moi j'ai fait partie de la police des haleines, j'ai contrôlé beaucoup d'haleines dans ma vie. Et le sentiment après, vous savez, c'est ça quand on a 20 ans, on oublie qu'on se lave moins, et à partir de 30 ans, on s'aperçoit qu'il faut se laver un peu plus. Moi, qu'il est déchaîné, il va plus À s'arrêter. 40 ans, on va de douche en douche. Pardon, monsieur. C'est un coup on le prend à un moment où on sait qu'ils s'aiment. C'est ça qui est joli aussi. C'est pas une comédie sentimentale sur des gens qui se rencontrent. C'est des gens qui ont construit quelque chose et leur passé, leurs souvenirs, ce qu'ils ont vécu ensemble est plus fort que la crise qui traverse. Je crois que c'est aussi ça qui normalement on ressent dans le film, c'est que on ne va pas, voilà, c'est que les choses qui se cassent, on les répare quand on est ensemble. Et en fait, cette rencontre qu'elle vit, elle est même faite dans le film pour mesurer encore plus le poids de leur amour. C'est-à-dire que le fait qu'elle y aille, elle le vit, et même ça ne suffit pas à ce qu'elle quitte son type qui a l'air pourtant en plein moment de faille comme ça. Ça rajoute encore au fait qu'on se dise mais qu'est-ce qu'ils doivent s'aimer pour qu'elle y aille même pas, quoi. Alors que le type, c'est vrai, il y a un peu la caricature du mec qui a tout. Enfin, un mec qui a il y a tout. quand même cette phrase pour laquelle j'ai Un mec qui a tout à côté d'un mec qu'on aime. Tu as quand même un tout petit sapin. Et c'est... Il y a une métaphore, je Il y a l'odorama, mais il y a le sapin. Pardon de lire des métaphores peut-être là où elles ne sont pas. On va parler ensuite sylviculture avec monsieur des arbres. Mais j'ai quand même lu des choses qui m'ont rassuré sur le... Enfin, je ne sais pas si j'ai lu la même chose que toi. J'avais fait un gros sapin cette année à la maison. Vous avez bien fait, monsieur. Quand votre sapin sera illuminé, vous verrez de belles boules de toutes les couleurs. Avec une jolie crèche en bas. Tant que votre petit Jésus sera salué par Marie, je vais m'épuiser par Et ce je dirais même que vous le mettiez dans la crèche, ce serait pas mal. Calme-toi. Tant que le bœuf est un gris, calme-toi. Oui. Monsieur, tout va bien pour vous. Merci beaucoup. Toutes les religions, ça vaut. Alors, juste c'est madame à côté? C'est madame, d'accord, ok. Donc c'est juste pour repérer. Autre réaction, mademoiselle? Est-ce qu'au début du film, c'était stressant? Avant de commencer le film, tu veux dire? Pour moi, oui. Moi aussi. Oui, c'est toujours stressant. Mais La première heure où on a tourné, il y a eu une sorte d'accident. Sandrine est tombée sur le... je suis tombée sur le chef opérateur qui est tombé sur moi avec la caméra et tout. Mais... Et je suis... Alors, le premier jour du film, c'est pas forcément le premier jour de la première scène du film. C'était quelle scène le premier jour? C'est avec la malle dans la voiture. Avec la malle et tout ça, je suis tombée. La nuit. Ah oui. Alors, je devais porter la malle, mais il y avait, bon, je veux te dire la vérité, il n'y avait pas de vrai corps dans la malle. Et il fallait quand même, pour que j'ai l'air de porter un truc lourd, ils ont chargé l'équipe technique, ils ont mis beaucoup de poids. Donc il fallait, je dis, mais un peu moins quand même. Donc à la fin, c'était une arnaque parce que je me baladais comme ça. Non, mais on s'arrange, on voit si on va s'entendre, on voit si l'équipe technique on va s'entendre, on voit si nous on va s'entendre, on voit si on se connaît pas si bien les uns les autres. Donc il faut que ça marche, quoi, pour que le film fonctionne. Qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu peux imaginer qui serait stressant, toi, par exemple? Si tu nous poses la question, c'est que toi, tu aurais un gros stress avant de commencer toute une histoire comme ça? Oui. Parce qu'en général, j'ai un peu honte de faire ça devant les acteurs. De jouer la comédie ou de... Oui. Ah, C'était plus stressant pour les enfants que pour nous, et souvent quand on a à s'occuper d'autres gens, ça nous empêche de stresser. Donc le fait d'avoir joué avec des enfants qui ont plus peur que nous, ça nous a aidé à avoir moins peur nous. Tu sais, dès qu'on s'occupe d'autres gens, on s'occupe moins de nous et c'est pas mal. Tu es comédienne? Tu joues des trucs devant ta famille? t'as peur parfois parce que t'as fait des petits trucs sur scène? Ah oui. Autre question, réaction? Un micro va arriver à vous et j'en profite justement par rapport à la réaction de la jeune fille sur la participation des enfants dans ce film
ces enfants, ils sont extraordinaires, ils sont justes, ils sont... Les enfants, d'abord, on essaie d'en trouver, c'est très long, on en voit plein et tout ça. Puis après, une fois qu'on les a choisis, on essaie de faire une famille. Et ça, c'est le moment un peu critique. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et bon, là, ça a marché, c'était un coup de chance, mais si ça marche pas, c'est... Et même physiquement, il faut qu'il y ait une sorte d'harmonie. Et même en dehors du plateau, la façon dont ils vivent ensemble et tout ça, ils ont été un peu dans un monde merveilleux qui a duré 2 mois. Et ensuite, après, ils en sortent. Donc voilà, c'est assez douloureux en même temps. Et c'est une expérience géniale pour eux, parce que c'était vraiment très, très joyeux, quoi. Ils se sont vraiment bien marrés, j'ai l'impression, avec ces 2 parents, quoi. Je prends la parole, mais ce qui est fou, c'est quand on voit tous les deux, donc vos 2 personnages à l'écran, le couple, on y croit, et avec les enfants, la participation des enfants, la façon dont... Alors bien sûr, il y a un ensemble d'éléments, bien sûr le tournage, mais aussi la façon dont les choses sont, on va dire, palpées, et comment on reçoit nos publics. On croit en cette famille. C'est rare au cinéma, sur grand écran, que la participation des enfants, le couple, etc., tout nous paraît crédible, nous, en tant que spectateurs. Et là, quand on vous voit tous, on sent une vraie famille, quoi. Ça fonctionne. Merci. Non, mais c'est vrai, c'était le but que ça soit une vraie famille. Bon, il fallait qu'on ait l'impression que c'est quand même des vrais gens, une vraie histoire, et qu'on n'est pas là juste pour faire une comédie, pour faire rire. Après, si on rit, c'est merveilleux, mais il ne faut pas chercher le rire. Il faut qu'on ait l'impression que le rire, il va en innocence, quoi, qu'il arrive. Et les enfants, pour ça, c'est très important, parce qu'ils ne sont pas conscients, ils ne savent pas ce qui va être drôle, pas drôle, etc. Et voilà. Autre réaction? Oui, merci beaucoup pour ce film. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que la scène d'ouverture, il y a pas mal de scènes en fait qui ne prêtent pas à rire, et pourtant on a rigolé. Et il y a quelque chose un petit peu tout le temps sur la lame du rasoir, parce que faire rire avec des personnages qui sont dans cette situation difficile, même conflictuelle entre eux, je trouve que c'est assez costaud, et c'est réussi. Et je me demandais, mais au moment de l'écriture, comment vous avez fait pour à la fois écrire quelque chose qui soit si dur, sans avoir les acteurs, peut-être en imaginant la scène, et où effectivement, après, il faut réussir à basculer sur... C'était vraiment ce que vous dites, c'est l'origine même de ce projet, c'est-à-dire des gens à qui ne sont pas des victimes, mais qui sont quand même bien concassés par le monde, par la société, et qui réussissent à être encore heureux, à avoir une sorte de liberté, d'insolence, de méchanceté. Il n'y a pas de compassion, comme disait monsieur, mais parce qu'ils sont un peu au-dessus. C'est pas qu'ils sont au-dessus de ça, mais ils essaient d'avoir même plus du panache, plus que de l'esprit. Même si elle a du panache quand elle va voir son amant, Édouard, il a du panache quand il dit qu'il a des théories sur le monde de la consommation et tout ça, alors qu'on va découvrir qu'en fait, il cherche un travail en secret, mais qu'il n'en trouve pas. Et en fait, sauver les apparences, faire bonne figure, d'une certaine façon, ça crée une sorte de distorsion qui fait qu'il y a de la légèreté, on essaie d'enlever du poids à ses malheurs, quoi. C'est ça la philosophie du film, en gros. Merci. Juste à côté, il y avait une dame. Bonjour, je voulais vous remercier pour ce moment délicieux. Merci. Je voulais juste vous dire que moi j'étais au chômage aussi. Je rendais souvent des choses aussi grâce à des amis sur Internet, et votre film me donne énormément d'espoir. Alors moi j'ai lu des trucs, je vous ai lu ça. Est-ce que vous avez vu qu'en Amérique maintenant on se géolocalise, et par exemple on se dit tiens j'ai fait une tarte pour 6, on n'est que 2, j'ai 4 parts à vendre, non mais c'est extraordinaire, il y a tout un nouveau système qu'on pourrait inventer s'il n'y a pas trop... Alors après ça peut tuer les commerces, il y a plein de gens qui peuvent résister contre ça, c'est pas bien, mais il y a toute une économie qu'on ferait sans avoir une idée de l'emploi tel qu'on l'avait avant. Ça c'est fascinant parce que le personnage, peut-être qu'il s'invente ça pour ne pas avoir l'air d'un minable ou d'un... Il préfère passer pour un fou, mais derrière il y a toute une chose qui est étonnante quand même que vous n'êtes pas au chômage puisque vous pouvez tout à fait vendre des choses sur eBay, donc vous travaillez. Parce que la vente c'est un travail, et même si vous n'avez pas pignon sur rue. Non mais c'est vrai que le côté très léger, tout ça fait énormément de bien. Et effectivement, une belle histoire d'amour avec des gens qui ont effectivement construit, c'est assez rare en fait, sans tomber dans la niaiserie. Là c'est doux, voilà, c'est agréable, en fait, c'est un bon moment. Merci. Merci madame. Merci. Autre question ou réaction? Une main. J'ai vu une main. C'est très beau vos titres, vous avez dit une dame à côté, une main, quelqu'un au fond, c'est que des très beaux titres de livres qu'on a envie de lire. C'est vrai, ouais. D'ailleurs, on va s'empresser. J'ai lu une main, j'avais préféré une dame à côté. Une dame à côté.
Bonsoir. Bonsoir. Merci Monsieur Graffin pour ce film tendre et drôle. Merci Monsieur Baird de faire toujours le guignol et de nous amuser. C'est juste le niafron, hein, si on est très précis sur la notion de guignol. Ma question s'adresse Le gendarme, Ma question s'adresse à Madame Kiberlin. Je vous ai vu dans des tas de registres. Vous êtes toujours excellente dans tous ces registres. Le comique, la comédie sentimentale, le tragique. Souvent, pardon. Je voulais juste savoir quel est le registre que vous préférez. Je sais pas. Je sais pas. J'ai adoré ce personnage parce qu'il offre tous les registres en fait. Elle est énergique, elle est drôle, elle est sensible, elle est fragile, elle est un peu rock'n'roll, elle est, je sais pas, elle est courageuse, amoureuse. C'est un beau rôle pour ça. Donc j'aime bien les personnages qui n'ont pas l'air de ce qu'ils sont aussi, parce que ça les rend très vrais. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc qu'il y avait dans, par exemple, Elle l'adore, où elle assumait des trucs et on se rendait compte qu'elle n'était pas ce qu'elle assumait. Enfin, j'aime bien, comme dans la vie, quand on montre quelque chose de soi et qu'en fait on n'est pas forcément ce qu'on montre. J'aime bien le jouer, ça. Comme vous avez vu ce film de Woody Allen, Blue Jasmine, non, vous n'avez pas vu ça, avec Cate Blanchett, où elle a l'air comme ça, hyper digne, j'aimerais bien jouer ça, hyper solide, et en fait elle est alcoolique, à moitié folle et perdue. Non, mais c'est des beaux personnages, mais donc je sais pas, mais tout ça pour dire que c'est... En fait, ce que j'aime bien, c'est de pas avoir de registre, et de jouer des choses sincères avec des gens comme Benoît qui écrivent des beaux personnages et des belles histoires. Merci à vous. Hein. Alors, demain, monsieur et mademoiselle. Merci déjà beaucoup pour le film, parce que j'ai beaucoup rigolé tout le long. Et en fait, c'est peut-être un peu impertinent entre guillemets, mais je me disais, en fait, à un moment, la grand-mère, elle dit, oui, l'honnêteté, en fait, c'est un concept inventé par les riches, pour que les pauvres, en gros, restent pauvres. Mais du coup, finalement, est-ce que la morale du film, ce serait justement, jusqu'où peut-on être malhonnête? Et finalement, si l'État qui récupère l'argent, parce que voilà, elle dit, c'est l'État qui va récupérer l'argent, est-ce que ce serait pas l'État justement qui serait malhonnête plutôt que eux qui récupèrent l'argent? Tu vas trop loin, gamine. D'un certain côté, ça pourrait être vu comme ça, puisqu'il se récupère l'argent alors qu'il n'a aucun droit. Enfin, évidemment, c'est pas lui l'héritier de cette dame. Et les héros ne le sont pas non plus, et disons se servent comme l'État se servirait en fait. Donc finalement, qui serait malhonnête, qui le serait pas? C'est un peu aussi la question, je me demandais, qui était dégagée par le film. En fait, la vieille dame, elle n'est pas très sympa. Elle n'a pas d'enfant, elle aime que les chiens. Elle a un petit chien qui est mort qui s'appelle Jean-Marie. Et donc ils se disent après tout pourquoi pas nous. Et c'est un peu révolutionnaire entre guillemets, mais c'est vrai que ce sentiment du pourquoi pas nous, il est hyper légitime. C'est fou de penser. Si on oublie que c'est un film et tout ça, mais c'est quelqu'un qui meurt avec une fortune. Il y a, voilà, après, il y a toute une théorie économique du partage, voilà, qui se fait pas, et les riches sont de plus en plus riches. Le film, l'honnêteté, c'est un peu le concept du film. Il y a quand même, on est quand même un peu de leur côté, et il faut qu'il y ait un peu une force subversive dans tout ça, sinon c'est un peu triste, quoi. Que les riches restent riches et les pauvres en bavent, c'est un peu désolant, quoi. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est la vieille anard du film aussi. Il n'y a pas une démagogie du genre « Ah, les impôts, c'est tout dans la poche du gouvernement ». Je veux dire, il se trouve qu'après, voilà le problème quand il nous est posé, la redistribution ou pas, c'est comme se venger ou d'attendre la loi. Les questions personnelles et la morale publique, c'est pas la même chose. Je ne sais pas dans quelle situation, si on se trouve face à une somme qu'on se dit « Tiens, on la mérite vraiment », ou si ça va être redistribué, peut-être qu'il y aura 2 € à l'hôpital sur 1 million. C'est pas une morale de film, c'est pas le propos de Benoît Raffin, c'est une question qui pose en tout cas qu'on a le droit de se poser parce qu'on a le droit d'être citoyen, on a le droit de croire en l'État, et puis on a le droit de croire que de temps en temps, on se débrouille avec l'idée qu'on s'en fait, qu'on se fait de ce qui se présente. Et du coup, l'État, il pourrait être considéré aussi un peu comme coupable parce qu'il se sert gratuitement. Non mais l'État n'existe pas en tant que tel. L'État, c'est censé être la redistribution. Si on croit moins en soi qu'en la redistribution, il faut croire dans les infrastructures, il faut croire dans les hôpitaux, il faut croire dans l'éducation, et puis de temps en temps, il faut croire dans sa famille, c'est-à-dire, ben là, moi je sais concrètement qui ça peut sauver, tiens, par hasard, c'est moi. Vous savez, la morale, c'est...
Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de réponse absolue de Benoît Graffin, même si lui est un nanar terrible. Mais c'est en tout cas... C'était vraiment le truc, pourquoi pas nous, pourquoi nous on n'y aurait pas droit. Moi, mais j'aimais bien ça comme... comment on peut dire, facteur de récit. Voilà, c'est tout, mais c'est pas, il n'y a pas de morale à la fin. Entre guillemets, c'est pas voler tout ce que vous pouvez, et surtout ne rendre rien à l'État. Si on voudrait. Pour justement ce qui est moral ou amoral ou immoral, tout à l'heure, en fait, pendant la séquence dans le commissariat où la concierge donc, arrive pour justement reconnaître est-ce que c'est la vraie dame, etc., etc., à un moment, donc, Sam, le personnage principal, donne à la concierge ce petit sac en l'ouvrant et en disant ce voyage à New York, etc. Et dans la salle, j'ai entendu plusieurs personnes dire ah, il lui donne tout. Et moi j'étais dans le fond et j'ai halluciné. Donc vous voyez ce côté amoral, immoral, en même temps, c'était tellement pris. Voilà. Fallait pas tout donner, quoi. Voilà. C'était drôle, et dans la salle, plusieurs personnes ah, il lui donne tout. Ouais, voilà. Et effectivement, ils ont gardé la maison. Donc chacun, sa moralité, se la met un petit peu de côté quand ça arrange. Allez-y, monsieur. Bonsoir. J'ai deux questions en fait. Une pour monsieur Benoît Graffin. Je voulais savoir si, pendant l'écriture du scénario, vous aviez déjà pensé à Édouard Baird et à Sandrine Kiberlin, parce qu'on a vraiment l'impression que ces rôles sont vraiment faits pour eux, qu'ils sont totalement dans le rôle, parce qu'ils sont comme le rôle, c'est leur enveloppe, comme un fruit. Voilà. Eh ben oui, j'y ai pensé, et donc je pensais à Sandrine et à Édouard, et j'ai eu la chance de proposer le rôle, le scénario à Sandrine, que je connaissais un peu par des biais, on va dire, et donc elle je veux pas tout dire. Bon, donc elle a lu le scénario et ça lui a plu, et après, par chance, j'ai travaillé un peu avec Édouard comme scénariste, et plus je travaillais avec lui, je me disais, mais c'est Sam, ça y est, il est formidable, il est là, et ils se sont rencontrés, c'était merveilleux, quoi. Donc voilà, ça s'est vraiment fait formidablement. Merci. La deuxième question ? La deuxième question, c'est pour Édouard et Sandrine. Édouard, je pas la même personne du tout, monsieur. Je ne peux pas être méprisé comme ça. Non, je veux dire, on est deux, surtout il y a Benoît, le metteur en scène est magnifié, il a sa question, et puis nous, les comédiens, pour pas être grossier. C'est pas ça, la Lyon, monsieur. Ah non, c'est une question pour Sandrine, assumez-le, d'avoir rien à me demander. D'accord. J'accepte, je prends toute la tendresse et le mépris, l'indifférence, la violence et l'oubli. Oui, mais je vais vous poser la question quand même, monsieur. Je vous ai déjà vu sur les planches avec Miam Miam au théâtre de Nîmes. Je voulais vous demander si on avait... C'est une question à Édouard, du coup. Oui, à Édouard. Non, j'ai dit que j'allais poser la question à Édouard. Après, un retour, D'accord, super. Je voulais vous demander si on allait vous revoir sur les planches, et même Kiberlin. Moi, je ne vous ai jamais vu sur les planches, je vous ai vu qu'en film, et je voulais savoir si vous allez vous voir au théâtre ou non prochainement. Feignasse, monter sur scène, ça t'arracherait la gueule. Hein. Non, monsieur, moi j'ai réalisé un film justement que j'ai coécrit avec Benoît, qui s'appelle Ouvert la nuit, et c'est des longues entreprises, et pendant... voilà, j'ai envie de réaliser peut-être, de faire une petite série de films, comme j'avais fait une série de spectacles. Mais je tourne une pièce qui s'appelle La Porte à côté avec Léa Drucker, et qui va venir dans la région. Ça peut me faire de l'autopublicité. Voilà. Mais c'est important, pour moi c'est important d'alterner les deux. Et puis au théâtre, j'ai une petite troupe, alors c'est joyeux de circuler en France avec une dizaine d'amis. Voilà. Sandrine Kiberlin, qu'est-ce qui se passe avec le théâtre? J'ai pas d'amis, de troupe et tout ça. Je peux pas circuler. C'est peut-être ta faute. C'est ça. À 28 ans, je me sens toujours très pas d'amis. coupable, à 28 ans, de ne pas avoir d'amis. Non, j'ai peur du théâtre, c'est vrai. Je suis très... Non mais, il y a plusieurs trucs. La dernière pièce que j'ai jouée, c'était il y a, je sais même pas combien, je crois 17 ans, c'était une pièce qu'avait écrite mon père, et depuis j'ai pas voulu en jouer une autre. Voilà. Si un jour ça se présente, maintenant j'aimerais bien retourner sur scène, jouer au théâtre. Mais j'aime pas la vie du théâtre trop longtemps. Ça m'angoisse d'aller tous les soirs au même endroit, jouer tous les soirs la même chose. Au bout d'un moment, ça m'oppresse. Donc l'expérience que j'ai eue avec la pièce de mon père, ça durait, je sais pas, on l'a joué plus d'1 an, donc c'était très oppressant, où à la fin je m'endormais en arrivant dans la loge. C'est symbolique quand même. Donc il dort en jouant. Yoshio Ida, c'est un grand acteur japonais, il dort en jouant. Et ça, c'est un niveau de maîtrise. Ouais, c'est ça.
Non, mais et là, j'aimerais bien y retourner. Mais voilà, faut qu'il y ait le rôle, les partenaires qui donnent envie, tout ça. C'est une aventure différente, le théâtre. Eh bien, je vous attends alors. Eh bien, je l'ai lu aussi, je vous attends. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Autre question, réaction, peut-être la dernière. Je voulais te dire que je t'attends. Et Madame Kiberlin, vous auriez pas Si vous envie avez ouvert le banc, vous êtes en train de le fermer. De chanter sur scène que vous voulez que je vous des chante chansons de... Moi, je peux vous chanter plein de trucs maintenant. Mais par exemple, la chanson de l'hommage à Souchon, donc qui est dans votre premier disque, l'hommage à Souchon. Ouais. Non, très très belle chanson. Mais vous n'auriez pas envie de faire un spectacle autour de vos deux albums? Non, mais le truc, c'est que Parce en qu'elle fait, est belle, les choses, cette elles chanson. arrivent sans calcul. D'un coup, je voulais chanter, d'un coup, ça m'a prise et j'ai fait. Cette aventure était incroyable. Oui, mais ça me fait plaisir. Vous connaissiez. J'adore les gens qui me parlent des chansons de cet album et tout. J'ai adoré faire ça. C'était jubilatoire avec quelqu'un comme Alain Souchon et Pierre Souchon et tout ça. Voilà, mais je me suis jamais vécue comme une chanteuse. J'ai écrit des textes et puis je les ai chantés et puis j'étais au bout de cette aventure. Je suis partie dans les villes, je les ai chantés sur scène, c'était génial, mais je veux plus faire ça là. Parce que la musique, elle est importante dans votre film. Il y a quelque chose de très musical. Je sais que la musique, pour les trois, a une grande importance. Pour Édouard aussi, la chanson, c'est important pour des tas de raisons. Et je pense que votre film est très rythmé, il a quelque chose, et la musique additionnelle du film est absolument super. C'est un Anglais, son nom à la ville c'est Stephen Coates, et il a un groupe qui s'appelle The Real Clerkenwell, et il fait de la musique pour des vieux films d'animation russe et tout, c'est vraiment un type assez pointu. Il habite en Russie et il fait de la musique de film, et c'est une sorte d'archéologue, de compositeur des années 60, surtout de petites musiques d'animation, et il fait beaucoup de musique pour des spectacles, des trucs comme ça, mais voilà, il est anglais. Ah ouais. Et Édouard, la chanson, c'est votre frère qui l'a fait? Moi, je voudrais chanter, c'est le public qui ne veut pas. Il y a une grosse non-demande. Il y a votre frère? Oui, j'ai un frère, voilà, j'ai un frère qui fait des très belles chansons. Il a fait des chansons pour enfants avec Philippe Catherine. Une chanson sur le tapis, sur les animaux. Il fait des très belles chansons. Voilà, on se partage. Je confirme. Ah, voilà, je vous remercie, monsieur. Je dirai que vous étiez là. Ceux qui ont lu ce titre aussi. Autre question, réaction, Sandrine vous proposez de chanter là maintenant? Non. Ah, c'est-à-dire c'est ce que les gens ont compris, hein. C'est ce que les gens ont compris. Vous avez dit, est-ce que je peux chanter une chanson maintenant? C'est ce que vous avez dit. J'avais dit que je jouerais de la batterie. Est-ce que une super production hollywoodienne qui arrive? Non, on veut encore échanger avec les gens s'ils ont des choses à nous demander, mais sinon, non, on va pas. Non, oula. Une chanson tous ensemble à la fin quand on fera la clôture. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des dernières questions, avec grand plaisir. Merci infiniment d'être venu. Madame qui est là. Alors l'autographe, bien entendu, madame, et de vous à moi, peut-être dans un endroit plus intime, ça permettra de mieux nous rencontrer, mieux nous connaître, en dehors de tous ces obstacles qu'on appelle les vêtements. Merci à tous de votre accueil. Merci beaucoup. Merci à vous. Le film sur le 27.